bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mes filles m'ont exclu de leur dîner spécial, mais elles attendaient toujours que je cuisine et que je sers. J'ai toujours été celle qui assurait le bon déroulement de chaque événement, la main discrète qui arrange les fleurs, dresse la table, anticipe les besoins de chacun avant même qu'ils ne se manifestent. C'est ce que font les mères, me répétais-je souvent, nous nous sacrifions, nous offrons sans compter, nous nous effaçons pour laisser les autres briller. Depuis 30 ans, je suis Grace, mère de 3 filles magnifiques, Léa, Jean et Ivy. Et rien d'autre. À un moment donné, sans même m'en rendre compte, j'ai cessé d'être une femme avec des rêves, des envies, des projets. Je suis devenue un rôle, une fonction. Une paire de mains capables de transformer le désordre en harmonie. Ce lundi matin-là, l'appel de Léa ne m'a pas surprise. Sa voix résonnait d'excitation, mais je pressentais déjà ce qu'elle allait m'annoncer. « Maman, devine quoi ? Ivy a obtenu la promotion qu'elle attendait depuis si longtemps. On organise une fête vendredi soir pour la célébrer. » « C'est formidable », ai-je répondu avec sincérité, heureuse pour ma Benjamine. « J'adorerais être des vôtres. » Un silence bref s'est installé, et mon estomac s'est soudainement noué. Je connaissais ce silence trop bien. « En fait, maman, » a repris Léa avec hésitation. « Il y aura beaucoup de monde, des gens importants, ses collègues, son patron. Ce sera une ambiance très professionnelle. Mais on aurait vraiment besoin de toi pour tout installer. Personne ne sait mettre une table comme toi. » J'ai resserré ma prise sur le téléphone, les jointures blanches. « Donc je ne suis pas invitée à la fête elle-même ? Ce n'est pas ça, c'est juste que c'est un événement très formel. Mais on a besoin que tu sois là à 16h pour aider à tout préparer. S'il te plaît. » Avant même que je puisse réagir, l'appel a basculé sur une autre ligne. Jean et Ivy étaient à présent en ligne, parlant tout en même temps. « Maman, tu peux apporter tes assiettes à bord doré ? Et les verres en cristal ? Oh, et ces petits canapés que tout le monde adore ?» J'ai acquiescé, même si elle ne pouvait pas me voir. « Oui, bien sûr, » ai-je murmuré. « Je serai là. » Après avoir raccroché, je suis restée assise à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. Cette douleur familière dans la poitrine était revenue, cette blessure sourde qui ressurgit chaque fois que je réalise, une fois de plus, que je suis utile mais jamais désirée. Nécessaire, mais jamais réellement invitée. Au fil des jours suivants, les messages se sont enchaînés, instructions, rappels, demandes précises. Chaque texto ressemblait à une égratignure supplémentaire sur une plaie déjà ouverte. N'oublie pas les serviettes en lin. Pense à repasser la nappe. Apporte aussi le grand vase du salon. J'ai tout rassemblé, emballé soigneusement chaque objet. J'ai préparé les canapés et les ai placés au frais pour qu'ils soient parfaits. J'ai repassé la nappe avec soin, jusqu'à ce qu'aucun pli ne subsiste. Et pendant tout ce temps, une voix intérieure, que j'avais toujours fait taire, commençait à parler plus fort. Elle posait des questions que je n'avais jamais osé formuler. Suis-je seulement un service pratique pour elle ? Vendredi est enfin arrivé. À midi, j'étais déjà prête, vêtue de vêtements confortables et discrets, un pantalon souple, une blouse sobre, rien qui n'attire l'attention. Tandis que je préparais les derniers objets, j'ai allumé la télévision en fond sonore. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, une femme d'un âge proche du mien, avec de superbes mèches argentées dans les cheveux, marchant seule sur une plage dorée. Elle semblait apaisée, forte, pleinement vivante. La voix du narrateur s'est élevée doucement dans la pièce. « Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Faites enfin le pas que vous avez toujours repoussé. » C'était une publicité pour Lisbonne, une ville que je rêvais de visiter depuis ma jeunesse. Mais il y avait quelque chose dans le sourire de cette femme, dans sa démarche assurée, comme si elle s'appartenait entièrement, qui a ouvert une brèche en moi. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais mon ordinateur portable. Sans réfléchir, j'ai commencé à chercher des vols. Un aller simple partait le soir même. « C'est insensé », ai-je soufflé. « Je ne peux pas partir comme ça. » Mais pourquoi pas ? Mes filles étaient adultes, elles avaient leur propre vie, leur propre foyer. Elles n'avaient pas besoin de moi. Seulement de ce que je pouvais faire pour elles. J'ai cliqué sur « Acheter » avant de pouvoir faire marche arrière. Lorsque la confirmation du billet est apparue à l'écran, un sentiment inattendu m'a envahi, ni culpabilité, ni angoisse. Mais une sensation que je n'avais pas connue depuis des années. La liberté. J'ai fait une petite valise, les mains encore fébriles, passeport, quelques vêtements, mes médicaments.
J'ai laissé les cartons d'objets soigneusement empilés près de la porte, puis j'ai écrit un mot que j'ai déposé dessus. Cette fois, j'ai choisi de penser à moi. Le taxi m'attendait. Alors que la voiture s'éloignait, mon téléphone s'est mis à vibrer. Léa. Puis Jean. Ensuite Ivy. Les messages s'enchaînaient. Maman, tu es où? Il est presque 16 heures, les invités arrivent dans 2 heures. Maman. J'ai éteint le téléphone et regardé par la fenêtre, tandis que mon quartier disparaissait peu à peu. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai respiré à plein poumon. J'étais terrorisée, surexcitée, mais surtout, je venais de me choisir. À l'aéroport, en attendant l'embarquement, une question m'a traversé l'esprit, et si j'étais en train de commettre une terrible erreur? Que deviendrait la fête? Que allaient penser mes filles? Quelle mère abandonne ses enfants au moment où elles ont besoin d'elle? Mais alors, je me suis souvenu, elles n'avaient pas invité leur mère à la fête. Elles avaient convoqué leur intendante. Quand l'avion a décollé, m'emmenant loin de tout ce que je connaissais, j'ai fermé les yeux. Derrière moi, je savais que le désordre s'installait. La nappe resterait froissée. Les canapés ne seraient pas prêts. Les fleurs ne seraient pas arrangées. Pour une fois, je ne serais pas là pour sauver la situation. Et peut-être, oui peut-être, était-ce exactement ce dont nous avions tous besoin. Je n'avais alors aucune idée de l'impact qu'aurait cette décision sur nos vies. Je savais seulement qu'à mesure que l'avion montait dans le ciel, quelque chose en moi s'éveillait, après un long sommeil. Et malgré la peur, je brûlais d'impatience de découvrir ce qui allait suivre. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un avion pour la toute première fois. Pas de pensées agitées, pas de listes mentales interminables. Juste un sommeil profond, sans rêve, tandis que nous traversions l'Atlantique. À mon réveil, le commandant annonçait notre descente sur Lisbonne. Les premières lueurs du matin scintillaient sur le Tage, et mon cœur battait à la fois d'effroi et d'exaltation. Que avais-je fait? Dans le taxi depuis l'aéroport, j'ai rallumé mon téléphone, 57 appels manqués, 83 messages. La majorité provenait de mes filles, de plus en plus paniquées. Maman, où es-tu? Où est le vase? La fête, c'est aujourd'hui. Les invités avaient commencé à arriver. La table était bancale, les couverts dépareillés, la nappe tachée. Personne ne retrouvait les bougies. Sans moi, plus rien ne fonctionnait. La tension montait. Le patron d'Ivy est arrivé dans un salon plongé dans l'obscurité, un buffet encore emballé traînait dans un coin. Mes filles se disputaient, s'accusant mutuellement de désorganisation tout en tentant, dans la panique, de sauver la soirée par des improvisations hasardeuses. Un invité glissa sur un tapis mal posé, un verre de vin se renversa sur la robe d'une autre. Ivy s'enferma en larmes dans la salle de bain. Jeanne criait à l'aide, tandis que Léa, en panique, n'arrêtait pas d'essayer de m'appeler. J'aurais dû me sentir coupable. Mais au lieu de cela, un sentiment inattendu m'envahit, le soulagement. Pour une fois, elle prenait conscience qu'en mon absence, tout s'écroulait. Sans moi, elle ne savait pas gérer. Et plus étonnant encore, c'était à quel point ce chaos que j'avais laissé derrière moi me touchait peu. La conductrice du taxi, une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés, me sourit dans le rétroviseur. Première fois à Lisbonne, demanda-t-elle en anglais, avec un fort accent. Oui, répondis-je en rangeant mon téléphone. Ma première fois n'importe où, depuis bien longtemps. Elle hocha la tête avec compréhension. Alors, bienvenue dans votre nouveau départ. Je n'avais pas réservé d'hôtel. Une première, moi qui avais toujours été celle qui planifiait tout, même les plans de secours. Et pourtant, me voilà, dans un pays étranger, sans itinéraire, ni organisation. La conductrice me recommanda une petite pension dans le quartier de l'Alfama, la vieille ville de Lisbonne. C'est simple, mais propre, et il y a une vue sur le fleuve, me promit-elle. La chambre était effectivement modeste, un lit étroit, un petit bureau, une fenêtre donnant sur les toits rouges dévalant jusqu'aux eaux bleues étincelantes du Tage. Je restai longtemps à cette fenêtre, respirant l'air salé mêlé aux odeurs de sardines grillées qui montaient des ruelles. Les rues pavées, étroites, serpentaient entre de vieux immeubles aux teintes délavées de jaune et de rose. Je réalisais que je souriais. Pas ce sourire maîtrisé que j'offrais aux autres, mais un vrai sourire, large, spontané, libéré. Des heures passèrent avant que la culpabilité ne me rattrape. Je devrais les appeler, pensais-je. Leur dire que je vais bien. Mais quand je pris mon téléphone, je m'arrêtai. Que pourrais-je leur dire? Que j'étais désolée? Je ne l'étais pas. Que je rentrerais bientôt? Je ne savais même pas quand.
Alors, j'envoyai un seul message, à toutes les trois. Je suis en sécurité. J'ai besoin de temps pour moi. Merci de respecter cela. Puis j'éteignis de nouveau mon téléphone, le glissai dans le tiroir du bureau, et sortis dans l'après-midi lisboète. Durant les 2 semaines suivantes, je vécus pleinement pour moi. Je dégustais des pastéis de nata dans des cafés tranquilles, savourant leurs pâtes croustillantes et leurs garnitures crémeuses, sans avoir à partager ni à nettoyer quoi que ce soit. Je découvris que j'aimais le café portugais, fort et intense, et que je pouvais en boire à toute heure sans perdre le sommeil. Je me perdis volontairement dans le labyrinthe des ruelles de l'Alfama, poussant la porte de petites boutiques où je caressais des céramiques faites main, des foulards en laine douce. Chaque soir, je rentrais à ma petite chambre, épuisée mais d'une fatigue joyeuse, pleine. Chaque matin, je me réveillais au chant des mouettes et aux cloches lointaines des églises. Et chaque jour, je découvrais un peu plus qui j'étais vraiment. J'appris que je préférais l'art moderne au classique. Que je trouvais le vin rouge meilleur que le blanc. Que j'adorais observer les gens depuis les terrasses. Et que manger seul dans un restaurant ne me dérangeait plus. Un après-midi pluvieux, en flânant dans une librairie, je tombais sur le rayon photographie. Un grand livre de portraits en noir et blanc attira mon regard. En le feuilletant, un souvenir ancien refit surface, si lointain qu'il semblait appartenir à une autre vie. Avant le mariage, avant les enfants, j'avais voulu devenir photographe. J'avais économisé pour un appareil, suivi des cours à la maison des jeunes. Mon professeur m'avait dit que j'avais un bon œil pour la composition. Mais la vie avait suivi son cours. L'appareil avait pris la poussière, puis je l'avais vendu, pour payer les cours de danse de Léa. Le lendemain, j'achetai un appareil photo numérique, simple, un modèle pour touristes, bon marché. Mais il avait une belle prise en main, solide, plein de promesses. Je passai la semaine suivante à photographier Lisbonne, du linge suspendu entre 2 immeubles, un vieil homme jouant aux échecs dans un parc, les azulejos d'une église dessinant des motifs complexes. Chaque cliché réveillait cette vieille joie en moi, ce sentiment de capturer le monde dans un cadre, où même les choses banales devenaient belles. À la fin de la 3e semaine, je rallumai enfin mon téléphone. Le ton des messages avait changé. Maman, on est mort d'inquiétude. Dis-nous juste si tu vas bien. On est désolé, maman. Reviens, s'il te plaît. Celui d'Ivy me prit de court. Je n'ai jamais pu te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai prise pour acquise. On l'a toute fait. Je restai assise sur mon lit, les yeux fixés sur le message. Une partie de moi se ramollit, prête à sauter dans le premier avion pour tout arranger. Mais une autre partie, nouvelle, celle qui apprenait à s'affirmer, savait que ce n'était pas encore le moment. Je leur écrivis. Je suis encore en train de me découvrir. Je vous contacterai quand je serai prête. Je vous aime toutes. Puis je réservai un billet de train pour Porto. Lorsque je l'annonçai à la propriétaire de la pension, elle sourit. Porto est magique, dit-elle. Vous y trouverez une autre facette de vous-même. Le voyage vers le nord me fit traverser de douces collines verdoyantes. Je les observais défiler à travers la vitre, mon appareil en main, capturant parfois un rayon de soleil perçant les nuages sur les vallées lumineuses. Depuis combien de temps n'avais-je pas vraiment regardé le monde, sans penser à ce qu'il fallait réparer, organiser, nettoyer? Je ne m'en souvenais plus. À Porto, je trouvai une chambre dans une maison d'hôtes surplombant le Douro et ses célèbres ponts. Le premier soir, je participais à une croisière sur le fleuve. Le soleil se couchait, les lumières de la ville s'allumaient lentement. Un couple, à peu près de mon âge, me proposa gentiment de me prendre en photo. « Vous voyagez seul ?» demanda la femme avec un accent allemand prononcé. « Oui », répondis-je, réalisant que cela ne me semblait plus étrange à dire. « Juste moi. »« Quelle audace !» dit-elle. Son mari hocha la tête. « Audacieuse. Personne ne m'avait jamais qualifiée ainsi. Fiable, oui. Responsable, certainement. Mais audacieuse ? C'était nouveau. Ce soir-là, je m'installai dans un petit restaurant, dégustant un poisson grillé accompagné de vino verde. Le serveur, un homme au visage buriné par les années, s'arrêta à ma table. « Vous aimez votre dîner, Senora ?»« C'est délicieux », répondis-je. Il me dévisagea un instant. « Vous êtes américaine ? En vacances ? » « Oui, dis-je, avant d'ajouter quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute, je suis en voyage pour me retrouver. » Au lieu de me regarder avec incompréhension ou moquerie, il acquiesça sérieusement. « Le plus beau des voyages, dit-il en remplissant mon verre. »
S'aude à la découverte de soi. Je levai mon verre en retour, quand une notification s'afficha sur mon téléphone. J'hésitais à l'ignorer, mais quelque chose m'incita à regarder. C'était un email de Léa. Le sujet me coupa le souffle. Papa essaie de tout contrôler. Je l'ouvris, la main soudain tremblante. Le message était bref, mais glaçant. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Papa dit que tu as abandonné la famille. Il parle de divorce. Il veut la maison, tout ce qu'elle contient. Il dit que tu es mentalement instable. On a besoin de toi. Le vin devint amer dans ma bouche. Mon ex-mari, Richard, était sorti de nos vies depuis des années. Il était parti quand Ivy avait 12 ans, pour refaire sa vie avec sa secrétaire beaucoup plus jeune. L'histoire classique. Il avait à peine gardé le contact, envoyant quelques cartes d'anniversaire, des pensions alimentaires qui avaient fini par disparaître. Et maintenant, il revenait, profitant de mon absence pour se faire passer pour la victime. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. La liberté que je goûtais depuis un mois me sembla soudain fragile. Était-ce un voyage égoïste? Avais-je réellement abandonné mes enfants au moment où elles avaient le plus besoin de moi? Le serveur, remarquant mon changement d'expression, demanda doucement. Mauvaise nouvelle? Oui, soufflai-je. Je vais peut-être devoir rentrer. Il remplit mon verre d'eau, puis déclara avec une sagesse tranquille. Parfois, il faut revenir pour mieux avancer. Mais n'oublie jamais ce que tu as appris au cours de ton voyage. Cette nuit-là, je ne parvins pas à trouver le sommeil. Je fis les 100 pas dans ma petite chambre, tiraillée entre la vie nouvelle que je découvrais et les responsabilités qui me rappelaient à l'ordre. Devais-je réserver un vol immédiat vers la maison? Ou était-ce là encore une autre manière, pour eux, de tenter de me contrôler, de me forcer à revenir selon leurs propres conditions? À l'aube, j'avais pris ma décision. Je ne rentrerai pas dans la panique. Je ne laisserai pas la peur effacer tout ce que j'avais appris sur ma capacité à exister par moi-même. Mais je ne pouvais pas non plus abandonner mes filles face à Richard. Je réservai un vol pour la semaine suivante. 7 jours de plus pour fortifier la femme que j'étais en train de devenir, avant d'affronter celle que j'avais été. Ce que j'ignorais alors, c'est que Richard ne convoitait pas seulement la maison. Il visait quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui allait mettre à l'épreuve chaque once de la force que j'avais gagnée sur ces rivages portugais. Ces derniers jours à Porto furent doux amers. Je déambulais dans les rues en pente, capturant les instants avec mon appareil photo, essayant d'absorber chaque sensation, le poids de l'appareil entre mes mains, la chaleur du soleil sur ma peau, le goût du café savouré dans de petits cafés où les serveurs me saluaient désormais par mon prénom. Je savourais ces moments, tout en me préparant intérieurement à ce qui m'attendait. La veille de mon départ, j'appelai Léa. Maman? Mon Dieu, c'est vraiment toi? Sa voix tremblait de soulagement. C'est moi, répondis-je, assise sur un banc dominant le Douro. Je rentre demain. Grâce au ciel, tout est un vrai désastre ici. Papa a été. Je sais, la coupai-je doucement. Mais avant qu'on en parle, je veux que tu comprennes une chose. Je ne reviens pas pour redevenir celle que j'étais. J'ai changé. Un silence. Puis, avec hésitation. Que veux-tu dire? Je suis toujours votre mère, et je vous aime plus que tout, toi et tes sœurs. Mais je suis aussi une femme, avec ma propre vie, mes propres rêves. Je rentre selon mes propres conditions. Une nouvelle pause. Je pouvais presque entendre son esprit essayer de comprendre cette version inédite de moi. D'accord, je crois que je comprends. Mais maman, tu devrais savoir que papa dit des choses horribles à ton sujet. Il raconte que tu as eu une sorte de crise nerveuse. Bien sûr. Richard avait toujours su manipuler les récits. Lorsqu'il nous avait quittés, il avait réussi à faire croire à sa famille et même à certains de nos amis que je l'avais repoussé, que j'étais trop absorbée par mes filles. Comme si être une mère dévouée était une tare. Laisse-le parler, dis-je, étonné par mon propre calme. Ceux qui me connaissent verront la vérité. Après avoir raccroché, je rentrai dans ma chambre et ouvris ma valise. Parmi les vêtements et les souvenirs se trouvait une petite enveloppe contenant des photos développées, Lisbonne, Porto, mais aussi des portraits de moi, pris par des inconnus à ma demande. Grèce, debout au bord de l'eau. Grèce, souriante dans un café. Grèce, regardant l'objectif droit dans les yeux, avec un regard clair, sans peur. Je reconnus à peine cette femme et pourtant, elle semblait plus authentique que toutes les versions de moi-même que j'avais connues depuis des années. Le vol retour fut long, laissant place à trop de pensées.
À l'atterrissage, ma confiance chancelait. Et si Richard avait déjà retourné mes filles contre moi? Et si revenir était une erreur? Je respirais profondément en récupérant ma valise. Non. Ce n'était pas à propos de Richard. C'était à propos de moi. Il était temps de me tenir debout, pour moi-même et pour mes filles. Elles méritaient de voir à quoi ressemblait une femme forte. Léa m'attendait à l'arrivée, l'air soulagé mais incertain. Elle me serra dans ses bras avec une telle force que cela en devenait presque désespéré. « Tu as changé », dit-elle en me regardant attentivement. Je touchais mes cheveux, désormais coupés plus courts, laissant apparaître mes mèches grises naturelles, remplaçant le brun teinté que j'entretenais depuis tant d'années. Oui, je suis différente. Dans la voiture, Léa me mit au courant. Richard était apparu chez Ivy le lendemain de la soirée désastreuse, offrant son soutien, jouant le rôle du parent stable, celui qui, lui, ne disparaîtrait jamais sans prévenir. Rapidement, il avait commencé à parler d'affaires financières. Il dit que puisque tu as abandonné la maison familiale, il a des droits. Il a même fait appel à un avocat. Je sentis la colère monter. Notre accord de divorce était pourtant clair, la maison m'appartenait. C'était moi qui l'avais achetée, avec l'argent que m'avaient légué mes parents. Richard n'y avait jamais investi un centime. Il n'a aucun droit. C'est écrit noir sur blanc. La maison est à moi. Léa agrippa plus fort le volant. C'est ce que je lui ai dit. Mais il affirme que tu es instable désormais, que tu ne peux pas gérer des biens. Je ris presque. Et lui serait la stabilité incarnée? Cet homme qui a abandonné sa famille pour une secrétaire de 25 ans? Il dit que c'était aussi de ta faute. Que tu l'as fait fuir avec ton besoin de tout contrôler. Cette vieille sensation de culpabilité tenta de remonter, mais elle n'eut plus le même impact. Le Portugal m'avait apporté du recul, de la clarté. Où allons-nous? Demandai-je en remarquant que nous ne prenions pas la direction de chez moi. Chez Jeanne. On reste toutes là pour l'instant. Papa, il est chez toi. Je me redressai brusquement. Quoi? Léa grimaça. Il dit qu'il voulait juste vérifier que tout allait bien en ton absence. Il a une vieille clé, celle qu'Ivy utilisait quand elle vivait encore là. Une fois entré, il ne l'a plus quittée. La colère qui me traversa ne ressemblait pas à celle que j'avais connue autrefois, passive, silencieuse. Non, celle-ci était nette, puissante, vivifiante. Richard avait toujours pris ce qu'il voulait, ma jeunesse, ma confiance, et maintenant, il pensait pouvoir prendre ma maison. Mais c'en était fini. Conduis-moi chez moi. Ma voix était basse, ferme. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il a beaucoup bu, et son ami avocat est chez toi aussi. Je me fiche qu'il soit accompagné de toute la Cour suprême. C'est ma maison. Et je rentre chez moi. La détermination dans ma voix dut la convaincre, car Léa changea de direction. Mais ses regards inquiets vers moi ne cessèrent pas. Lorsque nous arrivâmes devant la maison, celle où j'avais vécu 30 ans, je vis les lumières allumées à toutes les fenêtres. La voiture de Richard était garée dans l'allée, à côté d'une berline luxueuse. De la musique résonnait, forte, agressive, son style préféré. Je sortis de la voiture, redressant les épaules. La femme qui avait quitté cette maison un mois plus tôt aurait hésité. Elle aurait cherché à calmer le jeu, à éviter le conflit. Mais cette femme-là n'existait plus. Maman, attends, laissa échapper Léa, me suivant précipitamment. Non, ma chérie. C'est quelque chose que je dois faire moi-même. Je gravis le chemin familier, montai les 3 marches du perron. Plutôt que d'utiliser ma clé, je sonnai à ma propre porte. Après quelques secondes, Richard apparut, un verre à la main. Il n'avait pas changé, toujours grand, encore séduisant dans ce style usé, avec ce sourire appris par cœur qui n'atteignait jamais ses yeux. Il vacilla un instant en me voyant, mais se reprit vite, s'adossant à l'encadrement de la porte. Alors, la vagabonde est de retour? Je veux que tu quittes ma maison, Richard. Simple. Direct. Aucune place à la négociation. Il ricana, prit une gorgée de son verre. Ta maison? Tu n'es pas vraiment en position de faire des exigences, Grace. Pas après avoir abandonné ta famille. Nos filles étaient dévastées. Je sentais Léa derrière moi, observant chaque mot échangé. Pour elle, pour ses sœurs, je devais rester calme. Nos filles sont des adultes, Richard. Et oui, c'est ma maison. Comme cela a été stipulé clairement dans notre accord de divorce. Alors je te le répète,
Prends tes affaires, et pars. Un homme apparut derrière lui, un peu plus jeune, vêtu d'un costume coûteux malgré l'heure tardive. Il y a un problème, demanda-t-il en me scrutant. Marc, voici Grace, mon ex-femme, dit Richard d'un ton mielleux. Grace, je te présente Mark Donovan, mon avocat. Il m'aide à réévaluer mes droits concernant les biens mal répartis lors du divorce. Je faillis éclater de rire. Richard, tu as obtenu exactement ce que tu voulais, ta liberté. Maintenant, je te le répète une dernière fois. Quitte ma maison. Sinon quoi? Sa voix se durcit, le charme s'évapora. Tu vas appeler la police? Leur dire quoi? Que tu as disparu un mois, abandonnant ta maison, et que maintenant tu es contrarié que ton ex-mari l'ait occupée pour la protéger. Je sentis Léa se crisper à mes côtés. Elle avait toujours détesté les conflits. Le résultat d'avoir grandi sous la coupe du tempérament imprévisible de Richard se lisait sur le visage de ma fille. Maman, on devrait peut-être aller chez Jeanne ce soir, et régler tout ça demain. Elle avait murmuré ces mots. Je regardais le visage anxieux de ma fille, puis celui de Richard, plein de suffisance. Il pensait avoir déjà gagné. Il s'attendait à ce que je me dérobe, que je choisisse encore la voie de la moindre résistance. Comme je l'avais toujours fait. Pas cette fois. Je fis un pas en avant, le forçant à reculer légèrement. Richard, j'ai passé le dernier mois à redécouvrir qui je suis sans toi. Sans la peur et le doute que tu as semé en moi. Et tu sais ce que j'ai découvert? Je suis plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Je fis une pause, puis ajoutai. Donc non, je n'irai pas chez Jeanne. Et non, je n'appellerai pas la police non plus. Je sortis mon téléphone de mon sac à main. Je vais appeler Jason Reynolds. Le visage de Richard pâlit légèrement. Jason avait été notre avocat pendant le divorce. Mais plus important encore, il détenait des preuves de malversation financière de Richard, que nous avions accepté de ne pas utiliser tant qu'il respectait les termes de l'accord. Tu bluffes, dit Richard, mais sa voix manquait d'assurance. Essaie, répondis-je en le fixant droit dans les yeux. J'ai changé, Richard. Je n'ai plus peur de toi. Le silence qui suivit était chargé de décennies de ressentiments non exprimés et de lutte de pouvoir. Puis, contre toute attente, ce fut Marc qui rompit la tension. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion demain matin, proposa-t-il en posant une main sur l'épaule de Richard. Une fois que tout le monde aura dormi un peu. Très bien, cracha Richard. Mais ce n'est pas fini, Grace. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, je restais debout dans l'entrée, les regardant faire. Richard se déplaçait avec des gestes brusques, remplis de colère, claquant les tiroirs et les portes. Je remarquai des bouteilles vides sur la table basse, des cendriers débordant de mégots, alors qu'il avait prétendu avoir arrêté de fumer depuis des années. Quand ils quittèrent la maison, passant devant moi sans dire un mot, je fis le tour des pièces, évaluant les dégâts. La vaisselle sale débordait de l'évier. Des vêtements traînaient sur les meubles. Les cadres de photos de famille qui ornaient jadis la cheminée avaient disparu, remplacés par des canettes de bière et des cendres. Léa me suivit, le visage tendu par la colère. Je suis tellement désolée, maman. On aurait dû l'en empêcher. Je me tournai vers elle, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Elle avait l'air épuisée, des cernes marquaient ses yeux, et chaque ligne de son visage trahissait une tension profonde. Ce mois avait été difficile pour elle aussi. Ce n'est pas ta faute, dis-je doucement. Rien de tout cela ne l'est. C'est entre ton père et moi. Je posai la main sur sa joue, étonnée de constater que mon geste était parfaitement stable. Peux-tu appeler tes sœurs? Dis-leur que je suis rentrée et que j'aimerais les voir demain. Il faut qu'on parle tout ensemble. Après le départ de Léa, qui me promit de revenir avec Jean et Ivy le lendemain matin, je me retrouvai seule dans mon salon. La maison avait changé. Elle portait encore les traces du passage de Richard, mais je la percevais désormais autrement, elle pouvait redevenir un refuge, un lieu de renouveau. Je montai à l'étage, m'attendant à trouver ma chambre envahie par ses affaires. Mais elle était intacte, comme s'il n'avait pas osé franchir ce seuil. En défaisant ma petite valise, je posai soigneusement mon appareil photo sur la table de chevet. Je pensais à ce que demain apporterait. Mes filles viendraient, et nous parlerions. Vraiment. Peut-être pour la première fois. Et Richard? Il ne se laisserait pas faire sans combattre. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il lui restait une carte à jouer. Une dernière manœuvre, qui mettrait à l'épreuve non seulement la force que j'avais acquise, mais aussi le lien fragile qui m'unissait encore à mes filles.
car pendant que je me préparais à dormir, Richard rencontrait une personne qui savait exactement comment me blesser. Le lendemain matin, je me réveillais tôt. Le décalage horaire tirait encore sur les bords de ma conscience. Un instant, je crus me trouver dans ma chambre à Lisbonne, guettant la lumière par la petite fenêtre. Mais non. J'étais chez moi, entourée de murs familiers, dans ce lit que j'occupais depuis des décennies. Chez moi. Mais différente. Ou peut-être étais-je simplement devenue quelqu'un d'autre. Je fis du café et sortis sur la terrasse. Le petit jardin que j'avais entretenu avec soin pendant des années était devenu sauvage en mon absence. Les mauvaises herbes envahissaient les parterres, les rosiers s'étendaient sans ordre ni taille. Pourtant, il y avait de la beauté dans ce désordre. Il n'était plus parfait. Mais il était vivant. Comme moi. La sonnette retentit peu après 9 heures. En ouvrant la porte, je découvris mes 3 filles, toutes là, l'air incertain. Léa, la médiatrice. Jean, la pragmatique. Et Ivy, ma cadette, toujours partagée entre indépendance et besoin de reconnaissance. Entrez, dis-je en leur tenant la porte. Je préparais du café tandis qu'elles entraient en silence, jetant des regards gênés autour du salon en désordre. Je n'avais fait aucun effort pour nettoyer le chaos laissé par Richard. Cela viendrait plus tard. J'arrive pas à croire que papa ait fait ça, dit Jean en donnant un coup de pied à une canette vide. On réglera ça, la rassurai-je. Mais d'abord, il faut parler. Nous nous installâmes dans la cuisine, la seule pièce que Richard avait relativement épargnée. Assise autour de la vieille table en bois, témoin de tant de repas, de devoirs et de confidences nocturnes, je regardais mes filles. Vraiment regarder. Elles avaient peur. Pas seulement à cause de Richard. Mais aussi à cause de moi. De cette version de leur mère qui était partie sans prévenir et qui revenait avec des cheveux gris et un regard déterminé. Je veux vous présenter mes excuses, dis-je, les prenant de court. Pas pour être partie. J'avais besoin de le faire. Mais pour ne pas avoir mieux expliqué. J'aurais dû vous appeler plus tôt. Vous dire que j'étais en sécurité. Pourquoi es-tu partie ? Demanda Ivy doucement. C'était la première fois qu'elle me parlait directement depuis mon retour. Je pris une profonde inspiration. Parce que, pour la première fois, je me suis vue à travers vos yeux. Pas comme une femme. Pas comme une personne avec ses propres rêves et besoins. Juste comme un outil. Quelqu'un qu'on sollicite pour organiser des fêtes et qu'on écarte quand les invités importants arrivent. Le reflet de la culpabilité traversa leur visage. Je compris que mes mots avaient atteint leur cible. Le soir de ta fête, Ivy, j'ai compris que j'avais passé toute ma vie d'adulte à être utile pour tout le monde, sauf pour moi-même. Et j'avais besoin de savoir qui j'étais au-delà de ce rôle. Alors tu es juste, partie, demanda Ivy, la voix tremblante. Oui. J'ai choisi moi-même. Peut-être pour la première fois de ma vie. Un silence s'installa dans la cuisine. Je le laissai s'installer, leur laissant le temps de digérer mes paroles. Finalement, j'en pris la parole. On a été horrible avec toi, n'est-ce pas ? Pour cette fête, et pas seulement. On te prend pour acquise depuis des années, ajouta Léa à voix basse. Je tendis les mains et les pris dans les miennes. Je ne cherche pas des excuses. Je ne veux pas que vous vous sentiez coupable. Je veux simplement qu'on construise quelque chose de plus sain, ensemble. Je veux être votre mère, mais j'ai aussi besoin d'être Grace. Est-ce que ça a du sens ? Elles hochèrent la tête, même si je voyais bien que l'acceptation ne serait pas immédiate. Il nous faudrait du temps. À toutes. Maintenant, dis-je en me redressant, racontez-moi exactement ce que votre père vous a dit. Ce qu'elles me racontèrent avait la signature classique de Richard. Il était apparu chez Ivy le soir de la fête ratée, plein d'inquiétude, jouant le rôle du père attentionné. Il les avait aidés à essayer de me joindre, feignant l'angoisse. Puis, au fil des jours, il avait commencé à semer le doute. Il disait que tu te comportais bizarrement depuis des mois, expliqua Jean. Que tu parlais de vouloir fuir, que tu te sentais coincé. Puis il a suggéré que tu avais peut-être fait une dépression, ajouta Léa. Il a même évoqué une démence précoce. Il a dit que sa tante en avait eu, et qu'elle faisait des choses irrationnelles avant d'être diagnostiquée. Une colère froide monta en moi. Richard n'avait pas changé. Toujours manipulateur, toujours prêt à déformer les faits à son avantage. Et à quel moment a-t-il décidé d'emménager chez moi ? Demandai-je. Les filles échangèrent un regard. Environ 2 semaines après ton départ, répondit Ivy. Il a dit qu'il s'inquiétait pour la maison vide,
qu'il craignait les cambriolages. Il disait qu'il voulait simplement veiller à tes intérêts. Et cette histoire comme quoi il réclame la maison? Un nouveau silence inconfortable. Ça a commencé la semaine dernière, dit enfin Léa. Après avoir vu son ami avocat. D'un coup, il affirmait que tu avais abandonné tes droits en quittant la maison, et que l'accord de divorce pouvait être annulé parce que tu n'étais pas mentalement apte au moment de la signature. Je ris, les surprenant. Il devient vraiment créatif avec l'âge. Ma réaction calme sembla les apaiser. La tension dans la pièce diminua un peu. Qu'est-ce que tu vas faire, maman, demanda Jean. Je vais appeler Jason Reynolds. Et ensuite, je change les serrures. Et ensuite, nous allons dîner en famille. Juste nous 4. Et je vous montrerai mes photos du Portugal. Fidèle à ma parole, je passais la matinée au téléphone avec Jason. Il était toujours aussi brillant et rassurant. Oui, les affirmations de Richard étaient infondées. Non, je n'avais rien à craindre légalement. Oui, il enverrait immédiatement une lettre ferme et officielle. L'après-midi venu, un serrurier avait changé toutes les serrures de la maison. J'avais nettoyé le pire du désordre laissé par Richard, puis ouvert toutes les fenêtres pour laisser l'air frais balayer les pièces. Les filles étaient rentrées se reposer un peu, promettant de revenir pour le dîner. J'étais dans le jardin, en train de couper les mauvaises herbes les plus envahissantes, quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Grace, c'est Linda. Linda Peterson. Je me figeai. Linda avait été ma plus proche amie pendant des années, jusqu'à ce que Richard me quitte pour sa secrétaire. Peu à peu, Linda s'était éloignée, des excuses pour annuler nos rendez-vous café, plus d'appels. J'avais appris, par des amis communs, qu'elle dînait régulièrement avec Richard et sa nouvelle épouse. Une trahison qui m'avait profondément blessée. « Que veux-tu, Linda ?» demandai-je, ma voix plus froide que la brise de printemps. Je pense qu'on devrait parler de Richard. Il y avait quelque chose dans son ton qui attira mon attention. Je t'écoute. Pas au téléphone. Je peux venir? Chaque instinct en moi me criait de refuser. Linda avait abandonné notre amitié quand j'en avais le plus besoin. Mais la curiosité l'emporta. Très bien. Je suis chez moi. 30 minutes plus tard, Linda était assise en face de moi, à la table de ma cuisine. Elle semblait plus âgée, plus fatiguée que dans mon souvenir. Ses mèches blondes impeccablement colorées et ses vêtements de marque ne pouvaient dissimuler les rides d'inquiétude autour de sa bouche. « Tu as bonne mine, Grace, dit-elle en m'observant. Tu es différente. Je suis différente. À propos de Richard. Elle fit tourner sa bague de mariage, un tic nerveux que je connaissais bien. Il est venu voir Mike et moi hier soir. Il était agité, il parlait de toi, de la maison, de ce qu'il méritait vraiment après le divorce. Je restais silencieuse, sentant qu'elle n'avait pas fini. Il veut que Mike témoigne que tu étais instable, même avant le divorce. Que tu avais des comportements irrationnels. Elle évita mon regard. Il a rappelé à Mike ce prêt professionnel qu'il l'a aidé à obtenir il y a des années. Mike, son mari, était un médecin respecté en ville. Sa parole aurait du poids. Et Mike? Il va mentir pour Richard? Linda me regarda enfin, les yeux vides. Il y pense. Richard, il sait des choses, Grace. Des choses qui pourraient nuire à la réputation de Mike, à son cabinet, si elle venait à se savoir. Tout s'éclaira d'un coup. L'influence que Richard exerçait encore sur notre ancien cercle social. La manière dont d'anciens amis s'étaient éloignés après le divorce. Il avait toujours collecté des moyens de pression, en silence. Quelle chose, Linda? Je ne peux pas te dire. Mais c'est grave. Et je voulais simplement te prévenir. Richard est sérieux. Il veut vraiment récupérer la maison. Il n'a plus rien, Grace. Sa seconde épouse l'a vidé lors de leur divorce, l'an dernier. Et son entreprise s'effondre. Il est désespéré. La nouvelle de ce second divorce ne me surprit pas. Ce qui me surprit, c'était l'ombre de compassion que je ressentis. Pas assez pour changer ma position. Mais assez pour voir l'homme qu'il était devenu, pathétique et vide. Merci de m'avoir prévenu, Linda. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi m'aider après tout ce temps? Elle esquissa un sourire triste. Quand j'ai entendu que tu étais partie seule au Portugal. Que tu avais tout laissé derrière toi. Je t'ai admiré, Grace. Je n'ai jamais eu ce courage-là.
Après son départ, je restais longtemps dans le jardin, à réfléchir. Richard tissait une toile autour de moi, tentant de m'enserrer jusqu'à ce que je n'ai plus d'espace pour respirer. Dans le passé, j'aurais cédé. Trouvé un compromis, juste pour éviter le conflit. Mais plus maintenant. Lorsque mes filles revinrent pour le dîner, je leur racontai tout ce que Linda m'avait révélé. Leurs réactions furent diverses, l'indignation de Jean, l'inquiétude de Léa, et la détermination silencieuse d'Ivy. Il ne s'en sortira pas comme ça, déclara Ivy. On ne le laissera pas faire. Ce n'est pas votre combat, murmurai-je doucement. Si, c'est le nôtre, insista TL. Nous sommes une famille. Et il est temps d'agir comme tel. De nous soutenir au lieu de nous négliger. Autour d'un dîner simple, pâtes et salade, je leur montrai mes photos du Portugal, les rues anciennes de Lisbonne, les bateaux sur le Douro, les carreaux de faïence, les cathédrales majestueuses. Elles sont magnifiques, maman, dit Jean avec sincérité. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la photographie. Moi non plus, à vrai dire. Ou alors, je l'avais oublié. Il y a tant de choses que je redécouvre sur moi-même. Alors que nous terminions le dessert, Léa posa la question que toutes semblaient avoir en tête. Tu vas rester, ou repartir au Portugal? Je reste, répondis-je d'un ton ferme. C'est ma maison. Et je ne me laisserai pas en chasser. Mais je vais vivre autrement. Je me suis renseignée pour suivre des cours de photo à l'université locale. Et je pense transformer la chambre d'amis en chambre noire. Et papa, demanda Ivy à voix basse. Et s'il ne cède pas? Je croisai son regard inquiet avec un regard ferme. Alors nous affronterons cela ensemble. Plus tard, après leur départ, je m'assis sur le porche, dans l'obscurité tombante. La maison, derrière moi, était silencieuse. Plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mais elle ne me semblait pas solitaire. Elle ressemblait à une toile blanche, prête à accueillir une nouvelle image. Mon téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Tu as fait une erreur en revenant, Grace. Certaines choses devraient rester dans le passé. Demande à tes filles pourquoi elles ne voulaient pas de toi à la fête d'Ivy. Mon cœur manqua un battement. Richard, évidemment. Mais que voulait-il dire? Qu'y avait-il à propos de la fête d'Ivy? Avant que je ne puisse réfléchir davantage, un second message arriva. Celui-ci contenait une photo. Floue, prise de loin, mais sans équivoque, Ivy en pleine conversation intense avec un homme qui ressemblait étrangement à Richard. La photo était datée de 2 semaines avant mon départ au Portugal. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Encore une fois. Mes filles étaient-elles déjà en contact avec Richard, avant mon départ? Toute cette histoire autour de la fête avait-elle été orchestrée? Je voulus les appeler sur le champ, exiger des explications. Mais la Grèce qui avait arpenté les collines de Lisbonne avait appris la patience. Elle savait observer avant de réagir. Je répondis simplement. Bien essayé, Richard. Mais peu importe ton petit jeu, tu perdras. Puis je bloquai le numéro et refermai soigneusement mes nouvelles serrures derrière moi. Demain apporterait son lot de défis. Mais ce soir-là, je choisis la paix. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que le message de Richard avait semé en moi une graine de doute. Une graine qui grandirait, jusqu'à me forcer à affronter une vérité bien plus profonde. Mon voyage vers la découverte de soi n'avait révélé que la surface. Une surface qui cachait une tromperie bien plus ancienne. Je dormis à peine cette nuit-là. L'image, le message, tournaient en boucle dans mon esprit. Pourquoi Ivy aurait-elle rencontré son père en secret? Qu'est-ce que mes filles ne me disaient pas? Au matin, je pris une décision, adopter une approche directe. Fini les jeux, fini les demi-vérités. Nous en avions tous eu assez. J'appelai Ivy et lui demandai de me retrouver autour d'un café, seul. Le petit café du centre-ville était un lieu que je fréquentais régulièrement avant le Portugal. Le barista me reconnut, fit un double regard à mon nouveau style, puis me gratifia d'un sourire. Comme d'habitude, Madame Mitchell? Oui, s'il te plaît, Tim. Et ce que ma fille voudra en arrivant. Je choisis une table tranquille près de la fenêtre et attendis, observant les passants défiler. Chaque visage racontait une histoire. Une mère débordée et ses 2 enfants. Un homme d'affaires vérifiant l'heure. Un couple âgé marchant bras dessus bras dessous. Avant mon voyage, je n'aurais rien vu de tout cela. À présent, j'y voyais des récits partout. Des photos potentielles, à capturer. Ivy arriva, l'air nerveux.
Sa confiance habituelle semblait éteinte. Elle avait toujours été la plus ambitieuse de mes filles, la plus proche de Richard en termes de caractère. Mais aujourd'hui, elle paraissait diminuer. « Maman, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Tout va bien ? Ton message semblait grave. Je pris une gorgée de café, rassemblant mes pensées. J'ai reçu un message étrange, hier soir. De ton père. Son visage pâlit. Ce n'était pas la surprise que je lisais en elle, mais la peur. Il m'a envoyé une photo de vous deux ensemble. Avant mon départ pour le Portugal. Ivy baissa les yeux vers sa tasse, la serrant si fort que ses jointures blanchirent. Il y a quelque chose que tu veux me dire, Ivy ? Un long silence s'installa. Lorsqu'elle releva enfin la tête, les larmes lui montaient aux yeux. Je suis tellement désolée, maman, je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Que veux-tu dire, ma chérie ? Dis-moi tout. L'histoire jaillit d'Ivy, d'abord hésitante, puis en un flot incontrôlable. Oui, elle avait rencontré Richard en secret. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée. Tout avait commencé innocemment, il avait pris contact avec elle après que son entreprise l'avait mise à l'honneur dans leur newsletter. Il l'avait félicitée pour son succès, semblait sincèrement fier d'elle, intéressé par sa vie, d'une manière qu'il ne l'avait plus été depuis son enfance. J'ai été si surprise, dit-elle en essuyant ses larmes. Il voulait vraiment savoir ce que je faisais, s'intéresser à mes ambitions. Il ne s'était jamais soucié de tout ça avant. Avec le temps, leurs rendez-vous étaient devenus réguliers, des cafés toutes les 2 ou 3 semaines, Richard posant des questions sur sa carrière, lui donnant des conseils, offrant des contacts. Il jouait au père dévoué qu'il n'avait jamais été. Et cette fête pour ta promotion ? Comment s'insèrtait-elle dans tout ça ? Demandai-je en essayant de garder une voix neutre malgré la douleur qui montait en moi. Ivy baissa les yeux à nouveau. C'est papa qui l'a suggéré. Il disait que je devais célébrer ma réussite, que je méritais d'être reconnue. Et le fait de m'exclure, c'était aussi son idée ? Elle hocha la tête, misérablement. Il a dit que tu ne serais pas à l'aise avec ses partenaires d'affaires. Que ce serait embarrassant pour tout le monde. Je savais que c'était mal, maman, mais il insistait tellement. Et il avait promis de venir avec des gens influents pour m'aider dans ma carrière. Et donc, Richard devait être à la fête ? Demandai-je, les pièces du puzzle s'assemblant soudainement. Oui, chuchota-t-elle. C'était le plan. Et que s'est-il passé ? Ivy émit un rire amer. Il n'est jamais venu. Aucun de ses contacts non plus. La fête était un désastre, même avant qu'on réalise que tu n'étais plus là. Je l'ai attendu, encore et encore. Et puis, il a disparu. Quand on n'arrivait pas à te joindre, j'ai essayé de l'appeler lui aussi. C'est alors qu'il est apparu chez moi, plein de compassion et de soutien. Je l'écoutais, une clarté glaciale envahissant mon esprit. Il s'est servi de toi, Ivy. Pour me blesser. Elle hocha la tête, de nouvelles larmes roulant sur ses joues. Je le vois maintenant. Il ne s'est jamais soucié de ma promotion. Ce n'était qu'un jeu tordu pour se venger de toi. Et je suis tombée dans le panneau, parce que j'étais désespérée de gagner son approbation. Je pris sa main. Ma chérie, tu n'es ni la première, ni la dernière que Richard manipule. Il sait exactement comment exploiter les failles des gens. C'est ce qu'il fait de mieux. Est-ce que Léa et Jean savent pour la photo qu'il t'a envoyée ? Non, pas encore. Je voulais te parler d'abord. Elle serait furieuse contre moi. Elle m'avait prévenu de ne pas lui faire confiance. Mais je n'ai pas écouté. Elle savait qu'il devait venir à la fête ? Oui. Elles n'étaient pas contentes, mais elles ont accepté, pour moi. Je suis tellement désolée, maman. Je ne voulais pas te blesser. Je lui serrai la main. Je le sais. Mais Ivy, tu dois comprendre une chose, ta valeur ne dépend pas de l'approbation de ton père. Ni de la mienne, d'ailleurs. Elle vient de toi. Uniquement de toi. Elle esquissa un sourire à travers ses larmes. Ça ressemble à quelque chose que la nouvelle Grèce dirait. Ou peut-être que c'est simplement ce que l'ancienne Grèce n'osait pas exprimer. À la sortie du café, Ivy me serra fort dans ses bras. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire au sujet de papa, et de la maison ? Je vais me battre, bien sûr, répondis-je en me reculant pour la regarder. La vraie question, c'est, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Son expression se durcit, empreinte de résolution. Je vais me tenir à tes côtés. Et je vais tout dire à Léa et à Jean. Nous leur dirons ensemble, dis-je.
Fini les secrets, dans cette famille. La réunion avec mes 3 filles ce soir-là fut difficile, mais nécessaire. Ivy avoua tout, la voix ferme malgré sa honte évidente. Léa et Jean furent blessés, non seulement par ses actes, mais aussi par la révélation que Richard les avait manipulées, toutes, mais de manière différente. Il m'a dit que tu pensais vendre la maison, avoua Jean. Que tu en avais parlé avant de partir. Et il m'a dit que tu avais des trous de mémoire, ajouta Léa. Que tu oubliais des choses importantes, que tu agissais de manière étrange. L'ampleur de la duplicité de Richard me coupa le souffle. Il préparait son coup depuis des mois, en toute discrétion, prêt à exploiter la moindre faille. Mais pourquoi, demanda Ivy. Qu'est-ce qu'il cherche à gagner? La maison, répondis-je simplement. Jean fronça les sourcils. Mais, ce n'est pas un manoir non plus. J'y avais réfléchi aussi. La maison, bien que confortable, n'avait pas une valeur extravagante, sauf si... Le terrain, dis-je soudain. Ton père a toujours dit que cette parcelle vaudrait une fortune un jour, si la ville s'étendait dans cette direction. Et ils viennent justement d'annoncer le nouveau projet immobilier au sud de la ville, s'écria Léa. Celui qui doit attirer toutes ces entreprises technologiques. Ce qui rendrait ce terrain incroyablement précieux, conclus-je. Surtout pour un homme ruiné, qui cherche désespérément à reconstruire. Nous échangeâmes un regard. Le tableau se dessinait enfin, Richard ne cherchait ni vengeance, ni domination. Il cherchait de l'argent. Encore. Et maintenant, demanda Ivy. Je souris, étrangement sereine malgré tout ce que nous venions de découvrir. Maintenant, on va mettre fin à tout ça. Une bonne fois pour toutes. Le plan se mit en place rapidement. Jason, mon avocat, fut d'une aide précieuse pour rassembler les preuves des manigances de Richard. Linda contribua aussi, en fournissant les messages que Richard avait envoyés à Mike, exigeant un faux témoignage. Et mes filles, unies peut-être pour la première fois depuis longtemps, jouèrent chacune leur rôle. Une semaine plus tard, Richard se présenta à la maison, avocat à ses côtés, pensant participer à une réunion de négociation. Il trouva non seulement Jason et moi, mais aussi nos 3 filles, Linda et Mike, et 2 policiers. Le regard qu'il posa sur la scène devant lui, comprenant que tout son plan venait de s'écrouler, est une image que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas un moment de triomphe, comme je l'aurais imaginé autrefois. Mais une profonde tristesse, pour l'homme qu'il était devenu. Vous avez 2 options, Richard, expliqua Jason calmement. Soit vous partez maintenant, plus aucun contact, plus de manipulation, plus d'intrusion. Soit nous poursuivons pour harcèlement, tentative de fraude et violation de domicile. Vous ne pouvez rien prouver, rétorqua Richard. Mais sa voix tremblait. En fait, si, dit Ivy en s'avançant. J'ai enregistré nos conversations pendant des mois. Au début, c'était pour garder tes conseils, mais ensuite, j'ai commencé à douter de tes intentions. Le visage de Richard se décomposa. Le peu de fierté qu'il lui restait s'évapora. Il avait l'air vieux, épuisé. C'est fini, Richard, dis-je doucement. Laisse-le être fini. Il me regarda vraiment, peut-être pour la première fois en 20 ans. Tu as changé, dit-il à voix basse. Oui. J'ai changé. Il partit sans dire un mot de plus, son avocat à ses côtés, tous 2 diminués. Nous les regardâmes s'éloigner depuis le porche. Tu crois qu'il reviendra, demanda Léa. Non, répondis-je avec certitude. Il sait quand il a perdu. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je m'assis seule dans le jardin. L'air d'été était tiède, les grillons chantaient dans les hautes herbes que je n'avais pas encore taillées. Au-dessus de moi, les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel assombri. Je pensais à la femme que j'étais avant le Portugal, toujours accommodante, toujours au service des autres, incapable de prendre sa place. Puis je pensais à celle que je devenais, plus forte, plus claire, sans peur. Le chemin n'était pas fini. Il y aurait encore des moments de doute, des instants où cette vieille voix en moi me dirait de me faire petite pour préserver la paix. Mais désormais, je savais qu'un autre chemin existait. Mon téléphone vibra. Un message d'Ivy. Dîner chez moi dimanche prochain. Tu es invité. Vraiment invité. Invité d'honneur. Aucune tâche à signer. Je souris, et tapai en retour. Je serais ravie d'y assister, en tant qu'invité. Quelques minutes plus tard, un autre message arriva. Celui-là venait de Jason. Titre de propriété sécurisé. Ordonnance de restriction déposée. Il ne te dérangera plus.
Un soulagement profond m'envahit. C'était vraiment terminé. La maison était à moi. Définitivement. Et plus important encore, ma vie m'appartenait à nouveau. Le lendemain matin, je me réveillai tôt. Je préparai du café et sortis avec mon appareil photo dans le jardin. Le soleil levant baignait tout d'une lueur dorée, les rosiers envahis, les lianes désordonnées, le sentier de pierre sinueux que j'avais posé moi-même, il y a des années. Je pris photo après photo, capturant ce moment de transition. Ce n'était plus le jardin parfaitement entretenu d'autrefois, ni encore celui qu'il deviendrait. C'était simplement lui-même, dans toute son imperfection authentique et sa beauté brute. Plus tard, j'appelai le centre communautaire pour m'inscrire à un cours de photographie commençant la semaine suivante. Puis je contactai un entrepreneur pour transformer la chambre d'amis en chambre noire. De petits pas vers une nouvelle vie. À mesure que l'été laissait place à l'automne, je créais de nouvelles habitudes. Les dîners du dimanche se faisaient en rotation, tantôt chez moi, tantôt chez mes filles. Mais j'étais toujours l'invitée. Jamais celle qui œuvrait dans l'ombre. Je gardais mon appareil photo partout avec moi, développant un regard pour la beauté des instants ordinaires. Je me fis de nouveaux amis dans mon cours de photo, et renouai avec d'anciens, sans aucun lien avec Richard. Et je planifiais mon prochain voyage. Cette fois, non comme une fuite, mais comme une aventure. Les îles grecques, au printemps. Avec mon appareil, un journal, et un cœur ouvert. Un soir de fin octobre, Ivy passa à l'improviste. Elle semblait nerveuse, comme ce jour-là, au café. « Maman, j'ai quelque chose à te demander », dit-elle, alors que nous étions assises sur le porche, regardant le soleil se coucher, peignant le ciel de rose et d'orange flamboyant. « Tout ce que tu veux, ma chérie. Est-ce que tu accepterais de faire nos portraits de famille ? De vrais portraits. Professionnels. On te paierait, bien sûr. » Je la regardai, surprise. « Tu veux que je fasse vos photos, professionnellement ? » Elle acquiesça vivement. « Ton travail est incroyable, maman. Les photos que tu as prises des enfants de Léa au parc, le mois dernier, elles captent quelque chose de vrai. C'est ce qu'on veut. » Je sentis une chaleur m'envahir, qui n'avait rien à voir avec le soleil couchant. Ce serait un honneur. Mais inutile de me payer. C'est moi qui vous l'offre. Ivy sourit, soulagée. Il y a autre chose. Je suis pressentie pour un poste au bureau de Lisbonne. Ce serait une grande promotion. L'opportunité de construire quelque chose de nouveau. Lisbonne ? M'exclamai-je, incapable de dissimuler ma joie. Ivy, c'est merveilleux. Ça m'effraie un peu, avoua-t-elle. C'est loin, je ne connais personne là-bas. Et mon portugais est inexistant. Je pris sa main dans la mienne. Il se trouve que je connais une petite pension adorable dans l'Alfama. Avec vue sur le Tage. Et je serais ravie de venir te rendre visite, souvent. Elle rit. J'espérais que tu dirais ça. Alors que nous restions là, mère et fille, observant le ciel passer du orange brûlant au bleu profond, je ressentis une paix véritable m'envelopper. Ma vie ne s'était pas déroulée comme je l'avais imaginé. Mon mariage avait échoué. J'avais fait des erreurs, en tant que mère. Je m'étais perdue, un temps. Mais ce jour-là, en choisissant de monter dans un avion vers le Portugal au lieu de dresser une table pour une fête à laquelle je n'étais pas la bienvenue, j'avais retrouvé quelque chose d'authentique. Pas parfait. Pas sans complications. Mais réel. Et dans cette authenticité, j'avais découvert une force insoupçonnée. En honorant ma propre valeur, j'avais permis aux autres de la voir aussi. Les étoiles commencèrent à apparaître, une par une, comme de petites lumières dans l'immensité de la nuit. Je pensais à toutes les femmes comme moi. Celles qui s'étaient oubliées en se consacrant aux autres. Celles qui s'étaient rendues invisibles pour préserver la paix. Celles qui avaient mis de côté leurs rêves pour soutenir ceux des autres. J'aurais voulu leur dire à toutes ce que j'avais appris, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Que parfois, le geste le plus aimant que l'on puisse faire pour ceux qu'on aime, c'est de leur montrer notre vraie nature. Que nous méritons toutes d'être plus que des personnages secondaires dans nos propres vies. Ivy et moi restions en silence, un silence doux et complice. Je saisis mon appareil photo, et pris une dernière image de la journée, nos deux mains posées côte à côte sur la rambarde du porche, baignées dans les derniers rayons du soleil, qui se mêlaient à l'obscurité grandissante. Une mère et sa fille. Différentes, mais liées. Toutes deux choisissant enfin leur propre chemin. Et toutes deux, enfin, pleinement vues.